Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 25 juin 2020 et les indices ont effectué un retournement baissier, revirement de situation hier. Hier, une séance à deux vitesses. Les indices américains ont plongé donc avec un S&P 500 qui termine en repli de 2,59%. Le Dow Jones chute de 2,72% et le Nasdaq quant à lui se replie de 2,19%. Alors sur le marché asiatique, un même topo, des baisses peuvent être constatées, notamment le Nikkei qui cède 1,2%, le S&P ASX 200 quant à lui cède de 2,1% et le Kospi coréen perd 1,8%. Et la session européenne qui commence en territoire nettement négatif, on le voit ici, CAC 40 en repli, DAX en forte chute, les futurs américains également sont en train de se replier avec un Dow Jones ici qui se rapproche des 25 000. Attention à tout passage sous les 25 000, on va en parler. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on commence à ouvrir les yeux sur cette éventuelle nouvelle vague. Et aux États-Unis, on constate une forte augmentation des nouveaux cas et des hospitalisations avec même à Houston des capacités qui pourraient être dépassées, capacités d'hospitalisation. Le gouverneur du Nevada qui a ordonné aux citoyens de porter des masques de protection. Certains États ont commencé à réimposer des mesures de confinement. Donc on reprend des mesures aux États-Unis, c'était la crainte énoncée hier justement. Et là, on peut voir les conséquences de ces nouvelles mesures. On ouvre les yeux. Euh, le coronavirus reprend le dessus sur les marchés avec par exemple en Australie le nombre de nouveaux cas qui a bondi à son niveau le plus haut depuis 2 mois et c'était hier. Donc voilà pour le coronavirus, c'était le premier élément déclencheur. Le FMI également a joué un rôle là-dedans, on va en parler. Mais d'abord, à noter que Peter Navarro a déclaré que Donald Trump pourrait imposer des droits de douane à la Chine au cas où le pays n'achèterait pas suffisamment de homards américains, bien entendu dans le cadre de la première phase, de la phase 1 de l'accord commercial. Visiblement, Tarifman est de retour. Tarifman, c'est comme cela que l'on appelle Donald Trump. Donc il sort encore son arsenal de tarifs douaniers. C'est ce qu'il a fait sur l'Union européenne hier et la France est directement concernée. Et donc visiblement, aux États-Unis, beaucoup de choses. Le Pentagone qui prépare une liste de 20 entreprises ayant des liens avec l'armée chinoise. Précédemment, il y a quelques semaines, c'était les étudiants chinois qui étaient supposés avoir des liens avec l'armée chinoise qui étaient visés, notamment leur visa. À présent, ce sont des entreprises qui auraient des liens avec l'armée chinoise. Et les télécoms d'ailleurs de Singapour ont choisi Nokia et Ericsson pour construire le réseau 5G dans leur pays. C'est un coup dur pour le géant Huawei. Et on revient à ce deuxième élément qui est venu raviver la version pour le risque. Nous avons le coronavirus, bien entendu, avec le nombre de cas qui explose, notamment dans les États du Sud. Nous avons également le FMI qui a mis à jour ses prévisions de croissance pour 2020. Et donc à présent, le FMI prévoit une baisse du PIB mondial de 4,9%. Précédemment, il tablait pour une baisse de 3%. C'est cette annonce justement qui a renvoyé le pétrole au tapis. C'est à ce moment-là que le pétrole a donné son signal de vente. Le pétrole qui poursuit d'ailleurs à la baisse le WTI qui a atteint son objectif théorique des 38 dollars et qui semble vouloir aller rallier les 37 avant la fin de matinée visiblement. Et donc, à noter également en Australie à présent, Qantas Airways qui a annoncé qu'il supprimera 6000 emplois et immobilisera 100 avions pendant un an. À noter également en Nouvelle-Zélande, un tremblement de terre de magnitude 5,9 a été enregistré. Il n'y a pas de rapport concernant les dommages ou les victimes. Toujours en Nouvelle-Zélande, la balance commerciale pour le mois de mai s'élève à 1253 millions de dollars néo-zélandais. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Concernant le calendrier économique, il est beaucoup plus garni qu'hier. Il n'y a pas de données de grande importance. Il y aura le PIB américain, bien entendu, mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agira d'une décision. On aura pas mal de banques centrales. Notez qu'à 13 heures, nous avons, ce n'est pas noté ici sur ce calendrier car je n'ai pas
Je n'ai pas sélectionné, il faudra sélectionner ici la Turquie. Voilà, donc on prendra connaissance à 13 heures de la décision sur les taux de la CBRT. On s'attend à des taux, on s'attend à donc à une baisse des taux à hauteur de 25 points de base, pardon, en Turquie. Et à 13h30, 30 minutes plus tard, ce sera le procès verbal de la BCE. Et ensuite, on passe à la séance américaine avec des hard data en provenance des États-Unis, les dépenses des consommateurs, le PIB. Il s'agit d'une révision. On va prendre connaissance également des demandes initiales, demandes hebdomadaires au chômage. Et concernant donc le gaz naturel, on prendra connaissance des stocks hebdomadaires de gaz naturel. Voilà pour le calendrier économique, un calendrier économique qui est plutôt chargé par rapport à la veille de Banque centrale, la BCE, donc le procès verbal, et l'intervention de la CBRT, une intervention normalement à hauteur de 25 points de base. Mais donc un sentiment qui est clairement détérioré, c'est le retour de l'aversion pour le risque. On va pouvoir le constater sur le marché action. On va d'abord le constater en données hebdomadaires avec ici, on le voit, le Dow Jones en données hebdomadaires qui sort de son nuage par le bas. Ici, nous avons une lagging span qui tente de l'intégrer quant à elle, mais donc focus sur le niveau à 25 000 points. Si la lagging span arrive à intégrer le nuage, le Dow Jones arrivera à briser, si je puis dire, cette résistance à 25 000 points pour aller chercher les 24 400. Le DAX, quant à lui, n'est toujours pas sorti de son nuage, mais il pourrait en sortir avec pour objectif les 11 730 en hebdomadaire. Que nous dit le DAX en journalier? Il est allé tester ici sa Kijun avant de se retirer, 11 914. En données H1, nous avons tenté de réintégrer notre range. Hier, nous en étions sortis. Il y avait une inversion de polarité, cette résistance était devenue support. Mais revirement de situation, retour de l'aversion au risque. Il y a eu tout d'abord les tarifs douaniers annoncés sur l'Union européenne. Il y a eu ensuite les craintes concernant le coronavirus, notamment en Californie avec des cas qui passent de plus de 5 000 à plus de 7 000. Et j'en passe concernant les autres États. Et il y a eu également les prévisions du FMI. Donc, ça en était trop pour les indices européens et américains. On est allé complètement traverser le range et on peut déterminer à présent cette oblique baissière. Une oblique baissière qui résiste pour le moment. Attention à son franchissement. En cas de franchissement de celle-ci, ce serait un signal de baisse. Alors pour l'heure, on arrive donc à ne pas, on arrive à la sauvegarder. Est-ce qu'on va réussir à réintégrer le range? Ce n'est pas fait. En tout cas, si c'est le cas, ce serait pour aller chercher tout d'abord les 12 200 ici. Alors on va voir plusieurs niveaux à la hausse, mais attention, les perspectives haussières. Restent conditionnées au déroulement de la séance. C'est une séance où le calendrier économique est plutôt chargé, mais attention à toutes les annonces et à l'actualité principalement. L'actualité reprend le dessus visiblement. Alors ici, en tout cas, à très court terme, la Tenkan sera le premier frein. Mais donc pour la baisse, on va vraiment se focaliser sur cette oblique baissière. C'est ce qui va nous donner le signal de vente sur le DAX en données H1. Des signaux d'achat nous seront fournis si et seulement si on arrive à définitivement réintégrer le range pour aller chercher ces paliers de Kijun. Et le biais haussier sera réellement d'actualité en cas de franchissement ici de cette oblique baissière et suivi d'un franchissement du nuage, peut-être par ce twist. C'est vraiment le seul élément qui pourrait remettre au goût du jour le biais haussier pour le DAX. Pour l'heure, le biais est neutre avec une préférence quand même pour une baisse au vu du comportement des marchés en ce début de séance. Ici, on a une éventuelle vague baissière. Une vague baissière qui semble être une vague avec pour projection E, que voici. Et l'objectif est là, les 11 693, donc concrètement 11 700 en cas de franchissement de cette oblique baissière. Donc deux scénarios, des scénarios qui vont dépendre de l'évolution de la séance. Très difficile ici de se prononcer en début de séance européenne. En tout cas, le support ici est à 11 960 et cette oblique baissière également qui tente de maintenir les cours. On passe à présent sur les indices américains, des indices américains, notamment le Dow Jones qui est allé tester ce support à 25 000. En cas de franchissement de celui-ci, ce serait clairement pour aller chercher les 23 000, les 23 850 points. C'est la projection N, pardon, de ce N baissier. Alors j'ai un doute. Donc 2800, donc il faudrait. Non, voilà. Alors ce n'est pas un objectif N, c'est bel et bien un objectif E.
Et le Dow Jones à présent, le Dow Jones qui vient tester le seuil psychologique des 25 000 points en cas de franchissement de celui-ci. On devra aller rallier les 23 800 points. C'est l'objectif, c'est le haut de son nuage et ça permettrait donc de venir renforcer ce scénario baissier d'un N baissier en direction des 21 782. Alors est-ce qu'on va assister à une réalisation de ce scénario? Ça va vraiment dépendre du franchissement des 25 000. C'est un seuil psychologique très important. Ce serait un signal de vente très fort en cas de franchissement de ce niveau. Et ce serait pour aller chercher ce palier d'SSB, donc le haut de notre nuage. En données intraday ici sur le Dow Jones, hein, les perspectives sont baissières hein, pour le moment. Ici, le tout sera de tracer notre niveau qui nous indiquerait ici une poursuite de la baisse et nous pouvons déterminer à ce niveau-là une oblique baissière. En cas de franchissement de celle-ci, ce serait pour aller chercher les récents creux. Et cela nous permettrait de passer sous les 25 000. Ce serait d'aller rallier cet objectif en intraday, ces récents creux aux alentours des 24 650. Donc on va attendre ici le franchissement de cette oblique baissière et à l'image hein, du DAX, la première alerte hein, d'une éventuelle hausse serait le franchissement à 25 540 de ce palier de Kijun, mais principalement le franchissement de cette autre oblique baissière qui rallie les différents sommets qui pourraient permettre ici au Dow Jones de franchir son nuage. Mais pour l'heure, le biais baissier est à privilégier, mais bien entendu, les annonces qui seront faites pendant la séance et les publications joueront un rôle important également. Le Nasdaq hein, affiche une même configuration. Nous avons une oblique baissière à ce niveau, une oblique baissière qu'il faudra aller franchir. Seul le franchissement de celle-ci nous nous procurer un signal de vente. Le scénario haussier est le même, franchissement de la Kijun avec franchissement de cette oblique haussière qui rallie les sommets, qui pourrait venir de pair avec un franchissement du nuage. Donc pour l'heure, on devrait rallier les 3030. L'objectif à très court terme, c'est vraiment notre Tenkan. Et donc si on l'a franchi, on repasse encore une fois à l'achat pour aller chercher à la Kijun. C'est la théorie Ishimoku qui dit franchissement de Tenkan, ça nous alerte sur un éventuel test de notre Kijun qui pourrait donc correspondre à un test de cette oblique baissière. Et le Nasdaq hein, qui semble un peu plus fort ici que les autres indices américains. Il est passé récemment hein, sous le point C. Souvenez-vous, nous avions des vagues haussières hier qui ont été complètement invalidées lorsque nous sommes passés sous les points C. Malheureusement, le Nasdaq ne l'avait pas invalidé, il la tenait fermement. Hein, cette vague, il comptait la poursuivre. Et on l'a invalidée à l'ouverture des marchés européens en passant en dessous. Donc une vague ABC qui a été invalidée, mais un objectif 3E qui est toujours d'actualité, qui correspondrait à un record historique à 10 370. Je vous rappelle que c'est l'objectif ultime d'une configuration que nous avions abordée ici. Nous avons déjà atteint l'objectif 2E, il nous reste à atteindre l'objectif 3E. Mais attention à cette séance hein, qui pourrait être compliquée dans le sillage de la séance de la veille. Ici, on tente de réintégrer les 9 978. Tant qu'on n'y arrive pas, les perspectives restent baissières. Attention à tout franchissement des 9 930. Ce sera vraiment le signal d'alerte ici. C'est ce palier de SSB qui nous donnerait le signal d'alerte à la vente. C'est le niveau qui a tenu les cours et permis le rebond. On essaie de réintégrer donc un tout petit range ici. C'est un niveau, si je puis dire, pour le Nasdaq de neutralité pour notre séance. Hein. Je vais changer simplement la couleur rapidement. Donc notre niveau de neutralité est ici. En cas de cassure de la borne supérieure, ce serait pour aller chercher la Kijun. En cas de cassure de la borne inférieure, on va aller chercher dans un premier temps les 9824 avant d'aller chercher peut-être notre objectif E. Attention également aux 9870. Il faut ici, dans ce genre de séance, essayer d'avoir un maximum de niveau pour pouvoir accompagner les mouvements, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, des mouvements qui sont conditionnés par l'évolution de la situation. Donc, ce sont les séances les plus compliquées, mais des fois aussi les plus fructueuses. Donc, il faut essayer de cadrer les cours. Ishimoku est là. Ishimoku nous donne un point de repère. Nous avons tous les paliers fournis par Ishimoku également qui nous donnent des niveaux de support et de résistance. Le même travail hein, peut être effectué avec les retracements de Fibonacci ou avec les points pivots. Hein. Ici, il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance sur Ishimoku
Ishimoku, on peut faire exactement le même travail avec d'autres outils. Il n'y a pas d'outil magique, le meilleur outil est celui qui convient le mieux à votre profil d'investisseur. Ici peut-être perspective haussière très bientôt, en tout cas sur le Nasdaq. On passe sans plus tarder sur le marché des matières premières. Nous avons le gold qui est venu sortir de ce drapeau par le haut, peut-être un bull trap, peut-être pas. En tout cas, on semble pouvoir déterminer à présent un canal haussier. Alors très difficile la situation technique sur le gold, on a vraiment du mal à se prononcer. Ce qui est sûr, c'est que nous avons atteint l'objectif des 1777. Souvenez-vous cet objectif que nous avons détaillé hier. Ici nous sommes en journalier, nous allons repasser sur du H4. C'était un objectif qui nous a été fourni par la vague en N qui nous a permis d'intégrer notre triangle symétrique et la vague en N qui nous a permis d'en sortir. Les deux vagues nous donnaient la même projection 1777, c'est exactement ce que nous sommes allés chercher. La vague actuelle, celle qui nous a permis de sortir de notre drapeau, nous donne un objectif au-dessus des 1800. Donc si la hausse se poursuit en cas de franchissement des 1777, ce serait pour aller chercher le seuil psychologique à 1800. On se rapproche du record. Ici, le biais reste haussier depuis très très longtemps. On essaie simplement d'avoir un maximum de précision en vue donc de profiter de ces oscillations également de court terme. Donc ici, nous sommes passés d'un drapeau techniquement à un canal haussier que l'on retrouve ici en pointillé vert avec la borne supérieure ici que nous sommes allés chercher hier à 1777 et la borne inférieure. Donc bon, bien entendu, la situation pourrait encore une fois changer, mais en tout cas, la situation technique actuelle, c'est celle-ci. On allait chercher les 1777. La hausse se poursuit. La version au risque est bel et bien présente sur les marchés. Donc, les perspectives haussières semblent évidentes sur le gold. Prudence à tout franchissement des 1777, ce serait peut-être pour aller se hisser au-dessus des 1800, mais attention tout de même au silver. Le silver qui hier n'a donné aucun signal. Le silver qui s'est contenté d'aller chercher encore une fois son objectif V avant de se replier. D'ailleurs, le silver a été le premier à donner son signal de repli. Il s'est replié avant le gold, 15 minutes avant. On avait cette magnifique bougie rouge qui est venue encadrer la moitié de ce canal baissier. Et ce n'est que 15 minutes après que le gold est allé se replier. Donc il faut garder un œil au silver, le silver qui n'a toujours pas donné de signal d'achat, de signal de début du rallye. Le pétrole, quant à lui, a bel et bien donné son signal de fin de hausse hier. C'est un repli que l'on a accompagné justement tout au long de la séance, de par des alertes techniques qui ont été fournies à nos clients. Donc ici, un pétrole WTI qui a bel et bien réalisé l'objectif théorique de son épaule tête-épaule à 38 $, qui est allé chercher, se rapprocher du seuil psychologique à 37 $. Il est allé chercher très exactement ici. Nous allons voir le point bas de cette bougie. Il est allé chercher notre point C. Le point C ici, souvenez-vous, cette vague haussière qui nous a permis de déterminer notre objectif qui était aux alentours des 41,60. Alors à présent, il faut passer sous notre point C. C'est ce que le pétrole WTI essaye de faire. Nous avons donc un petit range, un range de très exactement 1 $ pour le pétrole WTI. En cas de franchissement par le bas, ce serait pour aller chercher dans un premier temps les 36,70 et après ce serait pour aller chercher le seuil psychologique à 36 $. Donc voilà notre range pour le moment. Franchissement par le haut, ce serait pour aller chercher la quille jaune et une cassure à la baisse, ce qui reste tout de même le plus probable, même s'il va très certainement essayer de retrouver des couleurs. Mais les perspectives restent baissières pour le moment à moyen terme sur le pétrole. Les raisons ont été énoncées hier. Ces niveaux de prix pour le pétrole encouragent une reprise de la production, notamment aux États-Unis, mais sur d'autres pays, car cela devient rentable tout simplement. Mais après, on est passé sous les 38 $, car de 38 à 40, la plupart des producteurs sont rentables, notamment des producteurs de schiste aux États-Unis. Donc voilà pour le pétrole. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange avec le biais vert qui a retrouvé des couleurs hier. Cela a causé un revirement de situation sur le marché d'échange, notamment sur l'euro-dollar qui avait de belles perspectives haussières, qui s'est retourné. Le biais vert est relativement stable sur ce support. On maintient tout de même les perspectives haussières avec pour objectif notre Kijun, un objectif intermédiaire. Et si jamais la hausse se poursuit, l'objectif ici est à cette SSB. Alors une telle hausse du billet vert provoquerait un repli considérable de l'euro-dollar. Un repli qui a d'ores et déjà été amorcé. L'euro-dollar qui a
invalidé sa sortie de nuage par le haut. Nous sommes en H4 ici, hein, souvenez-vous. Nous avions eu, donc je vais faire un rapide topo, nous avions eu une éventuelle épaule, tête, épaule ici, hein, qu'on va mettre en évidence très rapidement. La première épaule, la seconde épaule, et nous avions notre tête à ce niveau-là. Une figure qui a été invalidée à partir de ce moment-là, très exactement, à partir d'un point de vue technique, à partir du moment où nous sommes passés au-dessus de l'oblique qui rallie le sommet de la tête et le sommet de la seconde épaule. Ça s'est transformé par la suite en biseau descendant, un biseau descendant qui a des connotations haussières. Nous sommes bien sortis par le haut, le nuage nous a renvoyé à la baisse. Pourquoi? C'est là la Greenspan ici, en tout cas c'est ce que nous indique Ishimoku, qui a refusé de franchir cette borne supérieure, donc on renvoie les cours à la baisse. On est allé chercher ce niveau de support, hein, très exactement. Un niveau de support qui est un palier de Kijun qu'on est allé tester. Concrètement, pour le moment, on refuse la sortie du nuage. Nous sommes relativement stables à l'équilibre sur l'euro-dollar. C'est un pullback sur la borne supérieure. Techniquement parlant, c'est tout à fait normal, hein, ce pullback. D'un point de vue technique, en faisant abstraction du biais vert, on devrait repartir ici à la hausse. Cela nous a permis, on peut à présent s'intéresser à une nouvelle vague haussière. Une vague haussière qui nous donne un objectif E, car le retracement est beaucoup plus conséquent ici. Et là, ce serait pour aller chercher les 1,1530. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins sur l'euro-dollar. Sa présence dans le nuage, d'ailleurs, matérialise, hein, cet équilibre. Le dollar index a des perspectives haussières, le biais vert, donc cela serait extrêmement baissé pour l'euro-dollar, mais techniquement l'euro-dollar pourrait aller chercher ce niveau des 1,15 270. Donc prudence, on va vraiment attendre avant de se prononcer à ce niveau-là, attendre la sortie de nuage peut-être pour aller chercher ce niveau et pour concernant les perspectives baissières, hein, bien entendu, tout passage en dessous de cette oblique baissière les renforcerait considérablement. Donc l'euro-dollar est à la croisée des chemins pour le moment, mais en tout cas, si la sortie du nuage par le haut s'effectue, les perspectives sont nettement haussières. On le voit de toute façon en données journalières, hein, de par cette vague ici, une vague que l'on pourrait peut-être même affiner pour avoir le même objectif en prenant le point de breakout ici en journalier, le point où nous sommes sortis, où nous avons franchi cette oblique baissière, ce qui nous donne un objectif ici à 1,1582, ce qui nous donne ici 1,1524. Donc un passage au-dessus des 1,15 semble largement envisageable en cas de sortie par le haut ici en H4. Et donc nous avons également le GBP-USD, un revirement de situation qui s'est replié suite au renforcement du biais vert avec un objectif de moyen terme ici, toujours d'actualité, les 1,2090. On repart à la hausse, hein, tout de même pour le moment à 1,24 866. En données H4, hein, des perspectives qui restent baissières. Un test de la Tenkan reste envisageable. Attention tout de même, la Greenspan pour avoir du mal à s'affranchir de tous ces obstacles. Donc la baisse reste envisageable au cours de cette séance. On va attendre, hein, de constater les interactions des cours, peut-être avec le nuage qui pourrait être un bon point de vente ou avec la Tenkan, avec pour objectif ici ce point bas. Donc ici, hein, on va s'intéresser plus dans le détail au GBP-USD car je vous remercie de votre retour, hein, d'ailleurs par rapport à cela. C'est pour ça qu'on va s'y intéresser plus dans le détail. Et vous le voyez, hein, on a beaucoup plus de visibilité, ce n'est pas un secret en intraday. En journalier, on ne peut que fixer des objectifs de moyen terme. En intraday, on profite de ces oscillations justement intraday et des différents mouvements. Ici, le H4 nous donne une belle vision, mais nous avons également le H1 qui nous montre cette incapacité du GBP-USD à aller intégrer son nuage. Et ici, en H1, typiquement, c'est un bon point de vente en direction du récent creux. Et ici, on retrouve notre objectif ultime issu de ce N baissier. Donc voilà pour le câble en données intraday. Le H1 semble avoir déjà donné un point de vente. Le point de vente ultime aurait été bien entendu la Kijun, mais visiblement, il ne semble pas décidé à intégrer le nuage, comme la Greenspan ne semble pas décidée à en sortir. Quoi qu'il en est, même si elle en sort, vous voyez ici les obstacles, donc une hausse qui pourrait être capée par ce palier de Kijun à 1,2486 pour le câble. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention revirement de situation ici. Et on voit des indices, hein, qui tentent de repartir à la hausse. Prudence,
La séance d'hier était une séance à deux vitesses, une séance compliquée. Il y a beaucoup de publications aujourd'hui, donc une séance qui pourrait être également compliquée dans le sillage de celle de la veille. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut intervenir selon ce que l'on apprend. Les annonces, il y en a eu beaucoup hier, avec un calendrier économique dégarni, un revirement de situation, d'où l'utilité des projections d'Osoda. Mais les projections d'Osoda ne sont pas la solution miracle. Vous avez d'autres outils qui ressemblent à cela, qui ont le même état d'esprit. Ça vous fournit des niveaux de support de résistance également qu'on peut utiliser comme des objectifs. Les projections sont des objectifs pour nous, mais on pourrait utiliser des retracements de Fibonacci, comme on pourrait utiliser des points pivots. Donc cela vous permet de comprendre une des manières d'aborder ce genre de marché, des marchés très incertains, on baigne dans l'incertitude totale. Le mieux est de déterminer des niveaux de support et de résistance et d'aller trader les interactions entre ces différents niveaux, les tests de ces différents niveaux au gré des annonces économiques ou des déclarations. Et donc sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour toutes ces réactions auxquelles je réponds, auxquelles je répondrai, à celles qui sont toujours restées sans réponse. N'hésitez pas à continuer ainsi si vous avez des questions, si vous avez des réactions, que ce soit par rapport à ce qui a été annoncé en Good Morning Market ou par rapport au marché d'une manière générale. N'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire et bien entendu, n'hésitez pas également à liker ou à partager cette vidéo. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre temps. On se redonne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.